absolument pas. Mon frère a réagi avec des émojis qui rient. J'ai envoyé un dernier texte. Cela m'en dit assez. À 21h17, mon père a décroché. Il n'était pas prêt pour une petite discussion rapide. La femme qui a gardé ma fille cette nuit-là n'était pas ma mère. Ni ma belle-sœur, ni ma tante, ni aucune des 14 personnes présentes dans le groupe familial. C'était ma voisine, Madame Lefebvre, une femme de 68 ans qui m'a adressé la parole peut-être 2 douzaines de fois en 4 ans. Elle m'a vu charger le sac de nuit de Chloé dans la voiture à 22h et a traversé la rue en charentaise. « Où l'emmenez-vous si tard » a-t-elle demandé. Je lui ai dit, mon fils Léo subit une intervention à 7h du matin. J'ai besoin de quelqu'un pour garder Chloé cette nuit. J'appelle des gens depuis 6h. Personne n'a dit oui. Elle m'a pris le sac des mains. Elle n'a pas demandé qui j'avais appelé. Elle n'a pas demandé pourquoi ils avaient dit non. Elle a dit, amenez-la chez moi. Je lui ferai des crêpes demain matin. Ma famille ne voulait pas être dérangée. Une femme qui connaît à peine mon deuxième prénom s'est présentée en pantoufles. 16h, soit 14h avant l'opération. J'ai tapé le message avec soin. Je voulais qu'il soit clair, sans aucune confusion possible. L'intervention de mon fils est à 7h demain matin. J'ai besoin de quelqu'un pour rester avec Chloé cette nuit. Elle a 6 ans. Elle vous connaît tous. S'il vous plaît. J'ai envoyé cela au groupe familial de 14 membres. Ma mère, mon père, mon frère Thomas, la femme de Thomas, 2 tantes, un oncle, 5 cousins, la mère de ma belle-sœur, qui a été ajoutée au groupe il y a 3 ans et n'en est jamais partie. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine et je suis allé préparer le sac d'hôpital de Léo. Son pyjama, son dinosaure en peluche, la couverture qu'il aime, des chaussettes antidérapantes parce qu'il déteste le sol froid de l'hôpital. Il était sur le canapé en train de regarder des dessins animés. 7 ans. Il ne savait pas exactement ce qui se passerait demain, juste qu'il y aurait des médecins et qu'il dormirait pendant un moment. Et quand il se réveillerait, ce qui le faisait souffrir s'arrêterait de faire mal. Chloé était dans sa chambre en train de dessiner. 6 ans. Elle savait que son frère allait à l'hôpital. Elle ne savait pas que je n'avais personne à qui la confier. J'ai vérifié le téléphone à 16h22. Ma mère avait déjà répondu. Elle avait écrit, absolument pas. J'ai ma routine matinale et je ne peux pas avoir de perturbations pendant la nuit. Tu trouveras bien une solution. 40 secondes. Il lui a fallu 40 secondes pour dire non à la garde de sa propre petite-fille la nuit où son petit-fils entrait en chirurgie. 40 secondes pour décider que son yoga, son thé, son journal, son matin était plus important qu'une petite fille de 6 ans qu'il appelle mamie. Il y a 3 semaines, cette même femme a gardé les 2 enfants de Thomas pendant tout un week-end. Du vendredi soir au dimanche après-midi. Elle leur a fait le petit déjeuner les 2 matins. Elle les a emmenés au parc. Elle a posté 3 photos sur Facebook. Week-end de mamie avec ses chouchous. Des émojis de cœur. Des visages souriants. Elle n'était pas occupée. Elle ne protégeait pas sa routine. Elle était disponible. Elle n'était tout simplement pas disponible pour mes enfants. 16h30. La réponse de Thomas est arrivée. 3 émojis qui rient. Puis un texte, frérot, prends une babysitter. Mort de rire. C'est mon frère. Tout est une blague parce que rien n'a jamais été réel pour lui. Il n'a jamais fait face à une crise qu'il ne pouvait pas traverser en riant parce que chaque crise réelle qu'il a eue a été gérée discrètement par moi. Il y a 2 ans, il m'a appelé à minuit, ivre. Voiture dans le fossé sur la départementale. Il avait besoin d'être ramené. J'ai conduit 40 minutes sous la pluie, je l'ai trouvé assis sur la glissière de sécurité, je l'ai chargé dans ma voiture, je l'ai ramené chez lui et je l'ai installé sur son canapé. Je n'en ai pas parlé à nos parents. Je n'en ai plus jamais reparlé. Il a dit une seule chose cette nuit-là, pas merci. Il a dit, n'en fais pas toute une histoire. Maintenant, mon fils va se faire opérer et Thomas envoie des émojis qui rient depuis le même canapé où je l'ai porté. J'ai fixé le téléphone. Puis j'ai regardé le reste de la discussion de groupe. Les indicateurs de saisie sont apparus. Quelqu'un écrivait quelque chose. Des petits points sautillants pendant environ 5 secondes. Puis ils ont disparu. Une autre série de points a rebondi, puis a disparu.
Quelqu'un a commencé à répondre et s'est arrêté. Quelqu'un d'autre a ouvert la discussion et l'a refermée. Je pouvais voir les confirmations de lecture. Chaque nom avait une coche bleue. Tout le monde l'avait vu. Pas une seule personne n'a dit « ce n'est pas correct ». Pas une seule personne n'a dit « je viens ». Pas une seule personne n'a même demandé pourquoi était l'opération. 14 personnes, une fille de 6 ans, un garçon de 7 ans entrant dans une salle d'opération, et le silence. J'ai tapé un dernier message. Cela m'en dit assez. Puis j'ai fermé l'application. 17 heures. J'ai vérifié le nom de mon père dans la discussion. Coche bleue. Il avait lu le message. Aucune réponse. Rien. Mon père vit à 22 minutes de chez moi. Je le sais parce que j'ai fait le trajet des dizaines de fois. Généralement pour lui apporter ses ordonnances parce qu'il oublie toujours de les récupérer à la pharmacie. J'ai fait cela chaque semaine pendant 1 an. 52 allers-retours à la pharmacie et 52 trajets jusqu'à sa porte. Il a rencontré Léo 2 fois. Il a tenu Chloé une seule fois lors de son premier anniversaire pour une photo. Puis il l'a rendue comme si elle était un accessoire dont il en avait fini. J'ai essayé de me rappeler la dernière fois qu'il est venu chez moi. Pas pour une fête. Pas pour un anniversaire. Juste pour une visite. Pour s'asseoir avec ses petits-enfants. Pour demander comment ils vont. J'ai vérifié mes photos. Rien. Notre historique de SMS. La dernière conversation remonte à cette semaine. 3 messages sur un match de football. Mon fils se fait opérer dans 14 heures. Mon père vit à 22 minutes. Il a lu le message et n'a rien fait. 18 heures. J'ai commencé à appeler les gens individuellement. Peut-être que la discussion de groupe semblait impersonnelle. Peut-être que les gens avaient besoin d'entendre ma voix. Entendre les mots venir d'une personne plutôt que d'un écran. J'ai d'abord appelé ma tante Béatrice. C'est celle qui dit toujours que la famille passe avant tout à Noël. Elle poste sur Facebook 2 fois par an. Elle a une plaque en bois dans sa cuisine qui dit « La famille est tout ». Elle n'a pas décroché. J'ai laissé un message vocal. J'ai essayé de garder une voix stable. J'ai expliqué la situation. J'ai dit que j'avais juste besoin de quelqu'un pour une nuit. J'ai dit que Chloé est facile. Elle se couche à 20h30. Elle dort toute la nuit. Béatrice a répondu par SMS 20 minutes plus tard. Je viens de voir ça. Tellement désolé. J'ai des projets tôt demain. J'espère que tout se passera bien pour le petit bonhomme. Le petit bonhomme. Elle ne se souvient pas de son prénom. Elle le voit 2 fois par an et elle ne se souvient pas qu'il s'appelle Léo. Elle a réagi à une blague dans le groupe de discussion 45 minutes plus tard. Elle n'avait pas de projets matinaux. Elle avait un canapé et un téléphone et une décision qu'elle avait déjà prise avant même que je finisse de laisser le message vocal. J'ai appelé ma cousine Camille. Elle a décroché. Cela a semblé être un progrès pendant environ 4 secondes. Je le ferai, Marc, mais je pense que Thomas a dit que tu cherchais des babysitters. C'est peut-être la solution la plus simple. Thomas a dit. Elle en avait déjà parlé avec Thomas. Avant même que je ne l'appelle, Thomas avait déjà cadré la situation. Il avait déjà dit aux gens que j'étais dramatique au lieu de faire la chose évidente et d'engager une babysitter. Comme si j'allais confier ma fille de 6 ans à un inconnu à 22 heures la veille de l'opération de son frère. Comme si c'était la solution la plus simple. Il a créé le récit avant que je ne puisse finir de passer mes appels. C'est ce que fait Thomas. Il ne résout pas les problèmes. Il explique pourquoi ils ne sont pas les siens. J'ai appelé ma cousine Amandine. Elle a répondu. Elle a écouté. Elle a été silencieuse un moment et je pouvais l'entendre y réfléchir réellement. Elle a dit « je » et elle a fait une pause. Laisse-moi voir avec mon mari et je te rappelle. Elle n'a pas rappelé. J'ai vérifié mon téléphone toutes les 15 minutes pendant 1 heure. Rien. J'ai appelé 4 autres personnes. 3 n'ont pas répondu. Une a dit qu'elle était hors de la ville, ce qui était peut-être vrai ou non. À 19 heures, j'avais appelé chaque personne de ma famille à laquelle je pouvais penser. 8 appels, 0 oui. La plupart n'ont même pas demandé pourquoi était l'opération. La plupart n'ont même pas demandé comment Léo se sentait. 8 appels,
et pas une seule personne n'a prononcé la seule phrase que j'avais besoin d'entendre, je serai là. 19h30. J'ai couché Léo tôt parce que l'hôpital voulait qu'il soit à jeûne à partir de minuit, et il serait grincheux s'il était encore éveillé quand la fin arriverait. Il était allongé dans son lit en tenant son dinosaure en peluche. Il l'avait déjà mis dans son sac d'hôpital, mais l'avait ressorti parce qu'il le voulait pour une nuit de plus. Le nom du dinosaure est Dino. Léo l'a nommé quand il avait 4 ans. Dino a traversé 2 déménagements, une boîte d'objets trouvée à l'école et un passage en machine à laver qui l'a fait passer du vert à un gris vert délavé. Léo s'en fiche. Dino va là où Léo va. Papa, est-ce que tu seras là quand je me réveillerai? Je serai juste là. Je serai la première chose que tu verras. Promis. Promis. Et pour Chloé. Chloé va rester avec quelqu'un de gentil ce soir. Elle ira bien. Qui? Je n'avais pas encore de réponse. Mon fils de 7 ans, la veille de son opération, me posait une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. J'ai dit, quelqu'un qui se soucie d'elle. Il a accepté cela. Il a 7 ans. Il croit encore que quand son père dit quelque chose, c'est vrai. Il a fermé les yeux. Dino est allé sous la couverture avec lui. Je suis resté dans l'encadrement de la porte pendant un moment, à le regarder respirer, à regarder ses doigts serrer le dinosaure, en pensant à 14 personnes qui ne pouvaient pas me donner une nuit. Pas de l'argent, pas une faveur, pas un voyage. Une nuit avec une petite fille de 6 ans qui se couche à 20h30, dort toute la nuit et se réveille avec le sourire. Il ne pouvait pas le faire, ou il ne le voulait pas. Et debout devant la porte de mon fils la veille de son opération, j'ai réalisé que la différence entre ces 2 mots n'a aucune importance quand c'est vous qui portez le fardeau. 20h30. Chloé était en pyjama en train de regarder un dessin animé dans le salon. Léo dormait. La maison était calme à l'exception des voix de la télévision. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fait 2 listes. Première liste, chaque service que j'ai rendu à un membre de la famille au cours des 5 dernières années. J'ai conduit ma mère à ses séances de kiné 2 fois par semaine pendant 4 mois après son opération du genou. J'ai réorganisé tout mon emploi du temps pour protéger sa routine matinale pendant sa convalescence. 4 mois de réveils matinaux et de retours tardifs. J'ai prêté 3 000 € à Thomas pour une réparation de voiture il y a 18 mois. Il ne m'a jamais remboursé. Il n'en a plus jamais parlé. J'ai récupéré les médicaments de mon père chaque semaine pendant 1 an. 52 trajets à la pharmacie. 52 trajets jusqu'à sa maison. Il n'a jamais proposé une seule fois de faire la moitié du chemin. J'ai sorti Thomas d'un fossé à minuit et je ne l'ai dit à personne. Et j'ai gardé les enfants de Camille 3 week-ends de suite l'été dernier pour qu'elle puisse gérer un projet professionnel. J'ai conduit 2 heures à chaque trajet pour réparer l'évier qui fuyait chez Béatrice parce qu'elle ne faisait pas confiance au plombier. J'ai pris une semaine de congé quand ma grand-mère était mourante. J'ai conduit 4 heures avec les 2 enfants dans la voiture. Je suis resté avec elle chaque jour jusqu'à la fin. J'ai géré les arrangements funéraires. J'ai payé la moitié des obsèques. Ma mère a envoyé des fleurs. Thomas a posté une photo en noir et blanc avec la légende « Repose en paix mamie ». Mon père n'est pas venu. 23 services. Je les ai comptés sur l'écran de mon téléphone. 23 fois en 5 ans je me suis présenté, j'ai conduit, j'ai payé, j'ai réparé, j'ai porté, j'ai couvert ou je me suis assis avec quelqu'un de ma famille quand ils avaient besoin de quelque chose. Ensuite, j'ai fait la deuxième liste, chaque membre de la famille qui a dit oui ce soir. J'ai fixé l'écran. La liste était vide. 23 d'un côté et 0 de l'autre. J'ai regardé les 2 listes pendant un long moment, côte à côte. L'une qui défilait, l'autre qui n'existait pas. Quelque chose a basculé. Pas de la colère, exactement. Pas de la tristesse. De la clarté. Le genre de clarté qui arrive quand on voit enfin un schéma dont on a été trop proche pendant des années. Je n'étais pas malchanceux ce soir. Je voyais la vérité pour la première fois sans le filtre de la loyauté qui brouille les bords. J'ai fermé les listes, ouvert le placard de Chloé et commencé à préparer son sac de nuit. 21h. J'ai fait son sac. Pyjama, brosse à dents, son lapin en peluche, des vêtements de rechange pour le matin.
J'ai fermé la fermeture éclair et je suis resté dans le couloir à essayer de penser à quelqu'un que je n'avais pas appelé. Il n'y avait plus personne. À 22 heures, j'ai chargé le sac dans la voiture. Chloé était sur ma hanche, à moitié endormie, la tête sur mon épaule. Je me tenais dans l'allée sans aucun plan. Puis une lumière extérieure s'est allumée de l'autre côté de la rue. Madame Lefebvre est sortie de chez elle en charentaise. Elle m'avait vu par sa fenêtre. Elle a traversé la rue de la manière dont elle se déplace toujours, lentement, prudemment, mais avec détermination. Où l'emmenez-vous si tard? Je lui ai tout raconté. L'opération, le groupe de discussion, les refus, les émojis qui rient, les 8 appels téléphoniques. Je lui en ai dit plus que ce que j'avais prévu parce que son visage était le premier visage de toute la journée qui semblait réellement écouter. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas dit « c'est terrible » ou « je suis tellement désolé ». Elle n'a pas donné de conseils. Elle s'est approchée et m'a pris le sac des mains. « Amenez-la chez moi », a-t-elle dit. « Je lui ferai des crêpes demain matin. Allez vous occuper de votre garçon. » J'ai regardé cette femme, cette voisine à qui j'avais fait signe peut-être 100 fois en 4 ans. Pourquoi? Elle m'avait observé depuis l'autre côté de la rue jour après jour. Elle m'avait vu porter les courses seule. Elle m'avait vu tondre la pelouse à 21 heures parce que c'est la seule heure libre que j'ai. Elle m'avait vu charger 2 enfants dans des sièges auto chaque matin à 6h45 et les décharger chaque soir à 18h30. Seule, à chaque fois. Elle avait vu Léo apprendre à faire du vélo dans l'allée pendant que je courais derrière lui. Elle avait vu Chloé assise sur les marches devant la maison en attendant que je rentre du travail. Elle m'avait vu déneiger l'allée à 5 heures du matin pour pouvoir arriver à l'heure à mon travail. Et en 4 ans d'observation, elle n'avait jamais vu une seule fois un membre de la famille s'arrêter dans mon allée. Pas pour aider. Pas pour visiter. Pas pour s'asseoir avec les enfants pour que je puisse respirer. Pas une seule fois. Elle n'a rien dit de tout cela. Elle n'en avait pas besoin. Elle a juste tenu le sac et a attendu. J'ai porté Chloé de l'autre côté de la rue. Elle s'est un peu réveillée quand je l'ai installée sur le canapé de Madame Lefebvre. Elle a regardé autour d'elle, confuse. Madame Lefebvre lui a donné une couverture et a dit « Tu fais une soirée pyjama chez moi ce soir, ma chérie. Nous allons manger des crêpes demain matin. » Chloé m'a regardé. J'ai fait un signe de tête. Elle a remonté la couverture et a fermé les yeux. Je suis retourné chez moi, je me suis assis dans ma voiture dans l'allée, j'ai posé mon front sur le volant. Pendant environ 90 secondes, j'ai laissé quelque chose se briser. Pas une dépression. Juste une fracture. Le genre qui arrive quand on a tenu quelque chose de rigide pendant trop longtemps et que votre corps finit par dire « assez ». Puis j'ai pris mon téléphone. 21h17. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé Thomas. Je n'ai pas appelé mon père. J'ai appelé mon oncle François. François est le frère aîné de mon père. Il vit à 3 heures de route. C'est la seule personne de la famille élargie que mon père respecte. Pas aime, respecte. Le genre de respect qui vient du fait de savoir que quelqu'un peut voir clair en vous et choisir de ne pas le dire à voix haute. Jusqu'à maintenant. François a décroché à la seconde sonnerie. Marc, tout va bien. Je lui ai tout dit. L'opération demain matin. Le message sur le groupe de discussion. Le refus immédiat de ma mère. Les émojis qui rient de Thomas. Le silence de mon père. Les 14 personnes qui ont lu et n'ont rien choisi. Les 8 appels. Les 0 oui. Madame Lefebvre en charentaise prenant le sac de ma fille à 22 heures un soir de semaine. François a écouté sans m'interrompre. 2 minutes entières. Quand j'ai fini, la ligne est restée silencieuse quelques secondes. Puis il a dit, « Envoie-moi la capture d'écran. » J'ai ouvert la discussion de groupe, capture d'écran. Mon message en haut. Puis le absolument pas de ma mère. Les émojis de Thomas. 14 confirmations de lecture. Le silence. Je l'ai envoyé. Il a dit, « Je m'occupe de ça. » À 21h17, François a appelé mon père. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit. L'appel a duré 4 minutes. Mais quoi que François ait dit pendant ces 4 minutes, cela a touché un air que mon père protégeait depuis des années. Parce qu'à 21h30, mon téléphone a commencé à sonner. Mon père.
Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas décroché. Ma mère. 2 fois de suite. Je n'ai pas décroché. Thomas. 3 fois. Je n'ai pas décroché. Pas parce que je les punissais. Parce que je n'avais rien à dire. Chloé était en sécurité chez Madame Lefebvre. Léo dormait avec son dinosaure. Je devais être à l'hôpital dans 7 heures. Les gens qui m'appelaient avaient eu leur chance il y a 6 heures. Ils ont choisi les émojis qui rient, les routines matinales et le silence. J'ai éteint le téléphone. J'ai réglé mon réveil pour 4h30. Je me suis endormi. Ce que je ne savais pas avant le lendemain, c'est que François n'a pas seulement appelé mon père. Il a pris la capture d'écran et l'a transférée au grand groupe familial élargi. 41 personnes. Oncle, tante, cousins de 3 villes différentes. Des gens qui n'étaient pas dans ma discussion de groupe. Des gens qui n'en avaient aucune idée. Aucun commentaire. Aucun discours émotionnel. Juste l'image. Mon message en haut. Le absolument pas de ma mère. Les émojis de Thomas. 14 confirmations de lecture. 0 offre. Avant minuit, les réponses arrivaient de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Est-ce que c'est réel? Elle a dit ça pour la nuit de l'opération de son propre petit-fils. Thomas pense que c'est drôle. Qui garde la petite fille en ce moment? Un cousin plus âgé d'une autre ville a écrit, « Si j'habitais plus près, j'aurais été là en 20 minutes. » C'est honteux. La femme de François, ma tante Carole, a posté une ligne. Je connais cette famille depuis 34 ans. Je n'ai jamais été aussi déçu. Quelque chose a été demandé directement à ma mère dans le groupe, Janet, est-ce exact? As-tu vraiment dit absolument pas? Ma mère n'a pas répondu. Pour la première fois dans une discussion de groupe familial, ma mère, qui a toujours une opinion, qui a toujours une réponse, qui a toujours le dernier mot, n'avait rien à dire. Thomas a essayé. Il a écrit, c'est sorti de son contexte. Mais la capture d'écran était le contexte. Ses propres mots. Ses propres émojis. Sont morts de rire. Il n'y avait pas d'autre façon de le lire. Personne n'a répondu à Thomas. La capture d'écran a fait ce que je n'aurais jamais pu faire avec ma propre voix. Elle a montré la vérité sans que j'aie à l'expliquer, à la défendre ou à argumenter à son sujet. Juste l'image brute d'une famille qui a échoué à un test qu'elle ne savait pas qu'elle passait. 5 heures. Je me suis réveillé avant le réveil, j'ai pris une douche, je me suis habillé dans le noir. Je suis allé dans la chambre de Léo. Il était déjà à moitié réveillé, allongé sur le côté, Dino coincé sous son bras. Je l'ai aidé à s'habiller. Il était calme. Pas un calme de peur. Un calme de réflexion. Comme les enfants le deviennent quand ils savent que quelque chose d'important se passe, mais qu'ils ont décidé de faire confiance aux adultes autour d'eux. Je l'ai porté en bas, je lui ai fait se brosser les dents même s'il ne pouvait pas manger. Il s'est plaint de cela. Pourquoi je dois me brosser les dents si je ne peux même pas manger de céréales? J'ai dit, parce que les médecins ne veulent pas sentir ton haleine du matin. Il a ri. Petite victoire. Nous avons conduit jusqu'à l'hôpital dans le noir, les rues désertes, les feux clignotant au jaune. Léo était assis à l'arrière avec Dino sur les genoux, fixant la fenêtre. À un moment, il a dit, « Papa, est-ce que ça va faire mal ?» J'ai dit, « Eh, tu vas dormir tout le temps. Quand tu te réveilleras, ce sera déjà fini. » Il a hoché la tête. Et retourné à sa fenêtre. À l'hôpital, une infirmière m'a tendu un formulaire d'admission. Questions standards, assurance, allergie, médicaments. Et puis une section, contact d'urgence. J'ai fixé cette section pendant un moment. Il y avait autrefois 3 noms sur ce formulaire. Le numéro de ma mère, celui de Thomas, celui de mon père. 3 personnes qui étaient censées être le filet de sécurité. 3 personnes qui, si quelque chose m'arrivait pendant que mon fils était en opération, viendraient chercher ma fille et s'assureraient qu'elle soit en sécurité. J'ai barré les 3 noms. J'ai écrit Madame Lefebvre et son numéro de téléphone. L'infirmière a regardé le formulaire. Et la famille? C'est ma famille, ai-je dit. Elle m'a regardé pendant une seconde. Puis elle a hoché la tête et est passée à la page suivante. Elle n'a pas insisté.
Les infirmières des urgences en ont assez vu pour savoir quand une phrase signifie plus qu'il n'y paraît. 7 heures. Ils ont emmené Léo. Une infirmière s'est agenouillée et lui a parlé d'une voix calme et chaleureuse. Elle lui a dit que Dino pouvait venir aussi. Léo m'a regardé. J'ai hoché la tête. Elle a tendu la main. Il l'a prise. Ils ont marché ensemble vers les doubles portes. Léo dans sa blouse d'hôpital et ses chaussettes antidérapantes, Dino sous le bras, l'infirmière le guidant par l'épaule. Aux portes, il s'est retourné pour me regarder. Je lui ai fait un pouce levé. Il m'en a fait un en retour. Puis il s'est retourné, a franchi les portes, et elles se sont refermées derrière lui. Je suis resté là quelques secondes à regarder les portes closes. Puis je me suis assis dans la salle d'attente. La salle était presque vide sitôt. Un couple en face de moi se tenant la main, sans parler. Une femme âgée lisant un livre avec des lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Un homme en vêtements de travail, la tête contre le mur, les yeux fermés, les bras croisés. Je me suis assis, j'ai posé mes mains sur mes genoux, j'ai pris une inspiration. Mon téléphone était dans ma poche. 19 appels manqués d'hier soir. Je n'en ai vérifié aucun. Quoi que ces appels aient à dire, ils arrivaient environ 12 heures trop tard. Le couple en face de moi avait toute une famille avec lui. Je pouvais voir à travers les portes vitrées dans le couloir. 2 autres adultes avec des tasses de café, une adolescente sur son téléphone, un enfant coloriant un livre par terre. 5 personnes s'étaient déplacées pour s'asseoir dans une salle d'attente pour quelqu'un qu'elles aimaient. J'avais un téléphone plein d'appels manqués et une chaise vide à côté de moi. À 7h15, un message est arrivé de Madame Lefebvre. Une photo. Chloé assise à la table de la cuisine de Madame Lefebvre. Des crêpes devant elle. Des vrais, pas des surgelés. Du sirop sur le menton. Et elle riait de quelque chose hors champ. Elle portait le pyjama que j'avais préparé, ses cheveux étaient en bataille et elle tenait une fourchette comme une arme de la façon dont elle le fait toujours quand elle est excitée par la nourriture. Sous la photo, une ligne. Elle va très bien. Concentre-toi sur ton garçon. J'ai regardé cette photo dans la salle d'attente pendant un long moment. Ma fille. En sécurité. Nourrie. Heureuse. Assise dans la cuisine d'une voisine un matin de semaine parce que cette voisine a traversé la rue en charentaise et a fait ce que 14 membres de la famille, 8 appels téléphoniques et 40 secondes du temps de ma mère n'ont pas pu faire. Pour la première fois en 18 heures, ma poitrine s'est desserrée. Quelque chose qui était tendu depuis 16h22 hier après-midi s'est enfin relâché, juste un peu. Juste assez pour respirer normalement. J'ai enregistré la photo, rangé le téléphone, je me suis adossé à la chaise et j'ai attendu mon fils. Léo est sorti de l'opération à 10h40. Le médecin a dit que tout s'était bien passé. Il serait groggy pendant quelques heures. Il aurait besoin de repos. Mais il allait s'en sortir. J'ai récupéré Chloé chez Madame Lefebvre cet après-midi-là. Elle a couru vers la voiture en tenant un dessin qu'elle avait fait à la table de la cuisine de Madame Lefebvre. Madame Lefebvre m'a appris à dessiner un chat, a-t-elle dit. Madame Lefebvre se tenait sur le pas de sa porte et la regardait partir. Elle a fait un signe de la main. J'ai fait de même. Pas de grand discours. Pas de moment dramatique. Juste un signe de la main entre 2 personnes qui avaient compris ce qui s'était passé sans avoir besoin de le nommer. Ce soir-là, j'ai vérifié mon téléphone correctement pour la première fois. 19 appels manqués. 47 SMS. Ma mère. Marc, François a appelé ton père. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais ça dépasse les bornes. Tu dois m'appeler. Encore ma mère, 2 heures plus tard. Des gens m'envoient des messages. 8 parents à qui je n'ai pas parlé depuis des années m'écrivent à cause de cette capture d'écran. Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère? Comment j'ai pu faire ça? Pas comment a-t-elle pu refuser? Pas comment a-t-elle pu dire absolument pas à sa petite fille? Comment ai-je pu partager la vérité sur ce qu'elle a dit? C'était son problème. Pas le refus. L'exposition. Thomas. Écoute, frérot. Je n'avais pas réalisé que c'était si sérieux. Tu aurais pu mieux expliquer. J'ai lu celui-là 2 fois. J'ai répondu, j'ai dit que mon fils subissait une intervention à 7 heures. Je t'ai demandé de garder sa sœur de 6 ans.
Quelle partie avait besoin de plus d'explications? Il n'a pas répondu. Ni ce jour-là, ni le suivant. J'imagine qu'il a tapé quelques trucs et les a effacés. De la même manière que les gens du groupe ont tapé et effacé la nuit où j'ai demandé de l'aide. Certaines personnes sont seulement douées pour presque dire quelque chose. Ma mère, encore. Tu exagères. J'aurais aidé si tu m'avais prévenu plus tôt. Plus tôt. Son petit-fils se faisait opérer. Je lui ai donné 14 heures. Elle m'a donné 40 secondes. Tante Béatrice. Marc, je me sens terriblement mal. Je n'avais honnêtement pas réalisé à quel point c'était sérieux. Elle a réagi à une blague 45 minutes après mon message. Elle savait exactement à quel point c'était sérieux. Elle ne voulait juste pas que ce soit son problème. Cousine Amandine. J'aurais dû rappeler. Je suis désolé. Celle-là, je l'ai crue. Mais le croire n'a rien changé à ce qui s'est passé à 22 heures quand j'étais debout dans mon allée avec ma fille sur la hanche et sans aucun plan, et que la seule personne qui a bougé était une femme de 68 ans en charentaise qui connaît à peine mon nom de famille. 2 jours après l'opération, ma mère s'est présentée à ma porte. Elle tenait un récipient de soupe. Seulement, elle ne s'est pas excusée. Elle a dit, « J'ai apporté quelque chose pour Léo. » J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. Madame Lefebvre a apporté de la soupe hier, ai-je dit. Et le jour d'avant aussi. Ma mère m'a fixé. Elle est aussi restée avec Chloé la nuit où tu ne voulais pas le faire. J'ai pris la soupe, j'ai fermé la porte, je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle est restée sur le perron pendant environ 30 secondes. Je pouvais voir son ombre à travers le verre dépoli. Puis elle s'est retournée et est partie. 10 jours après l'opération, on a frappé à la porte. Je n'attendais personne. Madame Lefebvre envoie généralement un SMS avant. J'ai ouvert la porte. Mon père se tenait sur le perron. Pas de soupe. Pas de cadeau. Pas d'excuse de récipient dans les mains. Juste lui. Debout là, dans une veste qu'il semblait avoir mise et enlevée 3 fois avant de monter en voiture. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Mais pas d'une manière dramatique de film. De la manière dont les gens ont l'air plus vieux quand quelque chose qui les soutenait sans qu'ils le sachent leur a été retiré. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Je pouvais entendre Léo rire de quelque chose à l'intérieur de la maison. Chloé était dans l'autre pièce en train de parler à son lapin en peluche avec la voix qu'elle utilise pour les conversations sérieuses. François m'a appelé, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Il est resté là encore quelques secondes. Je pouvais le voir essayer de dire quelque chose. Sa bouche s'est entr'ouverte. Ses mains bougeaient sur ses côtés. Je n'avais jamais vu mon père nerveux. Absent, oui. Silencieux, oui. Mais pas nerveux. Pas comme ça. J'aurais dû, a-t-il commencé. Il s'est arrêté. La phrase est restée suspendue dans l'air froid entre nous. 5 secondes. 10, 15. Je pouvais entendre une voiture passer dans la rue derrière lui. Je pouvais entendre les carillons éoliens de Madame Lefebvre de l'autre côté de la route. Il ne pouvait pas finir. Pas parce qu'il ne connaissait pas les mots, mais parce que finir la phrase signifiait dire à voix haute ce qu'il est. Qu'il vit à 22 minutes de 2 petits-enfants qu'il connaît à peine. Que son fils a demandé de l'aide lors de la pire nuit de sa vie et qu'il a lu le message et posé le téléphone et est retourné à ce qu'il fait dans cette maison, seul. Qu'une voisine de 68 ans en charentaise a fait en 30 secondes ce qu'il n'a pas pu faire en 7 ans de grand-paternité. J'ai attendu. Je lui ai donné toutes les chances. La phrase n'est pas venue. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. J'ai fermé la porte. Pas fort. Pas avec colère. Avec quelque chose de plus lourd que la colère. Le clic silencieux d'un verrou s'engageant sur quelque chose qui était autrefois ouvert. Au cours des semaines suivantes, j'ai mis à jour chaque formulaire. Autorisation de sortie de l'école. Contact d'urgence chez le médecin. Dossier dentaire. Information de la pharmacie. La liste de secours du centre de loisirs. Chaque formulaire qui portait autrefois le nom de ma mère portait désormais un seul nom. Madame Lefebvre. Chaque ligne qui disait autrefois grand-mère ou frère ou grand-père disait maintenant la même chose. Quand l'école a appelé pour confirmer les changements, la secrétaire a dit « Nous avons une Madame Lefebvre inscrite comme contact d'urgence principal pour les 2 enfants.
Et le lien de parenté avec l'enfant. Voisine. Pause. Juste voisine, a-t-elle demandé. Elle suffit, ai-je dit. J'ai raccroché. J'ai regardé Chloé faire ses devoirs à la table de la cuisine. J'ai regardé Léo sur le canapé en train de récupérer, regardant des dessins animés avec son dinosaure sur les genoux. La maison était calme. Les formulaires étaient à jour. Les gens qui auraient dû être sur ces formulaires ont eu des années pour gagner leur place. Ils ont passé ces années ailleurs. Il a mis le nom de sa voisine sur chaque formulaire d'urgence. Pas celui de sa mère, ni de son frère, ni de son père. Celui de sa voisine. Est-ce déchirant? Ou est-ce la chose la plus honnête qu'un père puisse faire? Cette histoire nous rappelle cruellement que le sang ne fait pas toujours la famille. Il est fascinant de voir comment une simple capture d'écran a pu briser le masque de respectabilité de cette famille, révélant une indifférence totale sous les apparences de messages Facebook parfaits. Le protagoniste a fait preuve d'une grande force en transformant sa déception en une décision concrète pour protéger ses enfants. Parfois, la personne qui est prête à traverser la rue en charentaise pour vous aider a plus de valeur que 10 parents qui vivent à 20 minutes mais ne lèvent pas le petit doigt. C'est une leçon sur la loyauté et sur l'importance de reconnaître ceux qui sont réellement présents dans les moments de crise. Et vous, avez-vous déjà été déçu par vos proches au point de trouver du soutien auprès d'un total étranger ou d'un simple voisin? Pensez-vous que Marc a eu raison de couper les ponts de cette manière ou aurait-il dû pardonner après les appels